Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le président Macky Sall a plaidé pour une réforme de la gouvernance économique mondiale afin de favoriser les conditions de l'émergence en Afrique. Le chef de l'État a dénoncé par ailleurs la discrimination dont fait face l'Afrique du Sud depuis l'apparition du variant Omicron. Omicron dans nos murs, 3 autres cas sont enregistrés au Sénégal. L'Institut Pasteur de Dakar confirme la complexité de ce nouveau variant. Reportage édifiant à suivre. À la une également, le CNRA met en garde contre toute propagande déguisée. Le Conseil appelle les médias à respecter les dispositions du Code électoral à quelques jours du début de la campagne électorale. L'actualité, c'est aussi les scènes de violence dans la lutte sénégalaise. Non, la violence n'est pas l'apanage de la lutte, affirme le président du CNG de lutte. Mais d'abord, ce drame à Rufisque, un jeune de 20 ans a trouvé la mort suite à des affrontements survenus après le match de Navetan entre l'ASC Chelsea de Tchaoulène et GIF de Nikou. Le jeune de 20 ans a donc trouvé la mort suite à des affrontements après ce match de Navetan. La victime était asthmatique de sources médicales et policières. Nous y reviendrons avec notre équipe à Rufisque. On nous annonce qu'il y a également beaucoup de blessés, toujours suite à ce match de Navetan. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce matin à Dakar. Le chef de l'État, Macky Sall, a profité de cette tribune internationale pour dénoncer la discrimination dont fait face l'Afrique du Sud depuis l'apparition du variant Omicron. D'ailleurs, parlant d'Omicron, il est aussi là depuis quelques jours. Il est partout. Et nous devons arrêter de nous faire peur. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons continuer la vaccination. Et je crois qu'on doit arrêter de faire peur à l'humanité tout entière, alors sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas encore la pleine maîtrise. Et comme l'a clairement indiqué l'OMS, isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. Et c'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Rassembler, réfléchir et proposer des solutions, c'est cela l'esprit du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont je déclare maintenant ouverte la 7e édition et je vous remercie de votre attention. Et 3 nouveaux cas d'Omicron sont enregistrés au Sénégal. L'Institut Pasteur de Dakar confirme la complexité de ce nouveau variant du coronavirus. Écoutons là-dessus le docteur Amadou Al-Fassal. Il appelle à la vigilance. On a vu que certains peuvent croître très vite. Et souvent, on se pose 3 questions quand il y a un nouveau variant. La première question, c'est est-ce qu'il se transmet rapidement ? Parce que cela est important pour la diffusion. La deuxième question, est-ce qu'il est associé à plus de sévérité? Et la troisième question, est-ce que c'est un problème pour le vaccin? Donc sur l'ensemble de ces questions, comme vous pouvez imaginer, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui ont été identifiées. Ce travail doit se poursuivre et va permettre, à partir des analyses qui vont être faites, comme c'est actuellement dans le monde, de voir s'il va plus vite, de voir est-ce que des gens vaccinés en sont infectés et cela conduit à un échappement, et aussi de voir s'il est associé à de la sévérité. Mais ça, pour avoir cette réponse-là, il faut un peu de temps pour qu'on puisse voir cette information. Donc, en résumé,
Le dispositif est en place, le travail se poursuit comme il a été fait pour le variant Delta, le variant Delta, le variant Alpha, et que nous allons sur tout ça, non seulement au niveau du Sénégal, mais avec les autres pays de la sous-région. Et restons à l'Institut Pasteur de Dakar avec cette immersion au laboratoire de séquençage où les 2 premiers cas du variant Omicron ont été détectés. À l'Institut Pasteur de Dakar, les équipes sont mobilisées pour un meilleur diagnostic et pour une meilleure surveillance des variants. Voyons tout cela avec Fatou Kinedem et Amadouba. À l'Institut Pasteur de Dakar, plus exactement à la plateforme de séquençage. C'est ici que les 2 premiers cas du variant Omicron ont été identifiés en fin novembre et au début du mois de décembre. Nous allons entrer en intérieur pour voir un peu le travail qui se fait. Il y a une équipe déjà en place. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et le travail? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Beaucoup de boulot en ces temps-ci? Oui, ça va, plus ou moins. Présentez-vous, c'est comment? Moi, c'est Safia Toussaint. Donc, je travaille avec l'équipe de séquençage ici au pôle de virologie de l'Institut Pasteur. Et vous êtes? Je suis un biologiste de formation et donc je suis avec l'équipe et il y a mon collègue. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le processus, c'est-à-dire la manière de procéder pendant le séquençage? Quelle est la stratégie qui a été adoptée? Donc la stratégie est toujours la même. En fait, nous, on reçoit les échantillons positifs donc, du diagnostic et donc on passe au processus de séquençage afin de définir en fait donc s'il y a des variants qui sont présents. Et donc la stratégie a été toujours la même. Aujourd'hui, l'important c'est de connaître davantage ce nouveau variant et je sais pertinemment qu'il y a une organisation en tout cas qui est en train d'être faite à votre niveau. Oui, parce que donc, nous avons procédé depuis l'annonce en Afrique du Sud du nouveau variant. Donc nos équipes se sont activées dans la débuscation peut-être si je peux employer le terme de ce variant-là. Et nous avons peut-être eu à séquencer tous les échantillons qui nous viennent positifs. Omicron, un variant qui inquiète. Plusieurs pays ont d'ailleurs fermé leurs frontières terrestres et aériennes. Est-ce réellement la solution pour freiner la contamination? Le monde, c'est un monde planétaire. Si Omicron sort ici, demain, il peut être à Mauritanie, à Guinée, etc. Donc, il faudrait que les gens aient cette vision-là. Fermer les frontières, demander des tests, tout ça, pour moi, en tout cas, ce n'est pas une bonne stratégie, en tout cas, à mon avis, mais c'est vraiment essayer de sensibiliser, travailler la population pour qu'ils soient vaccinés. 19 millions de doses de vaccins sont livrées en Afrique selon le ministre des Affaires étrangères de la France. Le Sénégal a déjà reçu 500 000 doses. En visite à l'Institut Pasteur de Dakar, le diplomate français plaide pour l'acheminement des vaccins dans les meilleures conditions et le renforcement de la campagne vaccinale en Afrique. Écoutons Jean-Yves Le Drian. Nous allons même être au rendez-vous des 300 millions de doses avant la fin de cette année. Et sur cet ensemble-là, une bonne partie est destinée à l'Afrique. J'observe d'ailleurs qu'il me semble qu'il y a eu à peu près 19 millions de doses déjà délivrées ici sur le continent africain. C'est un montant très significatif et qui permet de voir l'acheminement des vaccins se dérouler dans les meilleures conditions. En ce qui concerne la France, le président de la République s'est engagé à une livraison de dons de 120 millions de doses. Il y en a aujourd'hui 73 millions de livrés et une partie significative aussi sur le continent africain. Donc nous sommes à ce rendez-vous-là. Et le sujet principal maintenant, vous le savez, c'est bien l'acheminement des vaccins au plus près des candidats à la réception du vaccin, ce qui n'est pas le plus simple pour mobiliser l'ensemble des acteurs qui permettent non seulement à ce que la livraison ait lieu, mais aussi que la vaccination puisse avoir lieu. Nous avons déjà livré 500 000 doses au Sénégal, la France. Et nous sommes tout à fait disponibles pour continuer notre effort, puisqu'il y a des disponibilités aujourd'hui.
L'autre grand titre de cette édition, du 9 décembre au 8 janvier 2022, toute propagande déguisée ayant pour support les médias publics et privés interdite. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle ainsi les dispositions du code électoral à quelques semaines du démarrage de la campagne électorale pour les locales. Cet article est-il toujours adapté au contexte actuel et comment mieux encadrer? Élément de réponse, Alassane Barbe, Tierno Laurent Mendy. Le CNRA n'a fait que rappeler les dispositions du code électoral, l'article L61. Qui dispose que 30 jours avant l'ouverture de la campagne, il est interdit à tout support médiatique, quel qu'il soit, quel que soit le format, de donner la parole à des gens qui utiliseraient ce temps pour faire de la propagande en faveur d'un candidat ou de liste de candidats. Un article qui a une histoire, mais les temps ont évolué. Le contexte a changé. Une loi qui est donc dépassée. Mais si la loi est dépassée, tant qu'elle n'est pas changée, le CNRA n'y peut rien du tout. Il y a peut-être beaucoup d'autres lois qui sont dépassées dans le pays par rapport à l'évolution du monde. Mais tant qu'on n'a pas changé la loi, le CNRA est obligé de faire un rappel, article L61. Donc tous les médias sont tenus de respecter cette loi. Les médias, évidemment, certains vous disent, écoute, ils ont également besoin de cette période-là pour gagner un peu d'argent. Je comprends parfaitement. Mais il se trouve qu'en le faisant, c'est les uns qui vont aller enrichir, non pas enrichir forcément, c'est les uns qui vont aller mettre de l'argent dans ces médias. Ceux-là, avec quel argent ils le font? Est-ce qu'il y a un contrôle? S'il y avait un financement des partis politiques, on aurait compris que peut-être c'est une partie de cet argent qui est trouvé. Mais même dans certains pays, prenez par exemple pour le cas de la France, même là, l'argent que vous dépensez pour les campagnes, c'est encadré. Vous ne pouvez pas. Il y a un budget pour cela. C'est clair. Alors, du 9 décembre au 8 janvier 2022, tout ce qui ressemble à de la propagande politique destinée à soutenir un candidat est interdit. Merci Alassane. Ils ont fini par quitter les lieux. Les mécaniciens longtemps installés aux abords du stade de Léopold Sédar Senghor. C'est une conséquence de la journée de nettoiement, le Bessoub Setal, organisé ce week-end. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangounibaye. Opération de désencombrement afin de préparer le Bessoub Setal. Les mécaniciens ici au niveau du stade Léopold Sédar Senghor se sont vus déguerpis une bonne fois par les autorités. Parce qu'on nous avait dit que le président allait venir pour lancer le journée Cleaning Day. C'était pour cette raison qu'on allait faire des désencombrements. Mais à notre grande surprise, donc ça a mal tourné. Il y a une différence entre désencombrement et déguerpissement. Désencombrement, c'est enlever les épaves et les ordures. Mais déguerpissement, c'est venir nous enlever dans notre lieu de travail. Et c'est ce que nous déplorons jusqu'à la dernière énergie. Pourtant, selon eux, l'espace qu'ils occupent leur a été octroyé légalement par la mairie de la Patte d'Oie, à qui ils versent une patente. Et nous ne sommes pas là irrégulièrement. C'est le maire de la ville qui nous a donné ces contrats. C'est le maire de la ville qui nous avait installés ici. Le maire Banda Diop. Donc nous avons nos contrats à bonne et due forme. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Et ils ont dit que c'est des bandits qui sont là. Nous ne sommes pas des bandits. C'est des micro-entreprises qui sont là. C'est des pères de famille qui sont là. Ces mécaniciens accusent de puissants promoteurs immobiliers de vouloir s'accaparer de cet espace. Ce promoteur-là veut, ce mur-là, il veut l'amener jusqu'à ici, 9 mètres encore, pour s'aligner aux autres maisons. Alors que ce n'était pas normal. On lui a octroyé ce terrain depuis 2012. C'était 7000 mètres carrés. Donc en 2019, il a introduit un avenant pour qu'on lui donne les 11 000 mètres carrés. Là où nous sommes. Et ce n'est pas normal parce que nous sommes là depuis 2010. Depuis 2000. Moi, mon contrat ici, je l'ai eu en 2017. Ils ne comptent pas se laisser faire et vont utiliser toutes les voies de recours pour rentrer dans leurs droits. L'actualité, c'est aussi la relance du tourisme dans le sud du Sénégal avec ce vol inaugural à l'aéroport international du Cap Skirring. La réhabilitation de l'aéroport entre dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal. Boubacar Diassi, Lamine Mordiank. Un arrêt de toute activité touristique dans la région de Ziguinchor pendant 2 ans ferme à cause de la pandémie à Covid-19, ce premier vol international enregistré à l'aéroport du Cap Skirring consacre la relance du tourisme dans cette zone et la réouverture de cet aéroport. Quand on nous a transmis le dossier le 2 septembre de cette année, 2 septembre 2021, il fallait
il fallait tout faire pour respecter l'engagement du gouvernement du Sénégal d'accueillir le premier vol ce 5 décembre. Nous avions 75 jours pour réaliser ce défi. Car l'ouverture de la saison touristique constitue pour la commune de Djembérin une grande opportunité économique. Parce que le tourisme représente un peu la colonne vertébrale de notre économie. C'est tout à fait important. Moi, en tant que collectivité territoriale, près de 90% de nos recettes proviennent directement de l'activité touristique à travers les taxes que nous collectons, soit dans les infrastructures touristiques ou paratouristiques. Au-delà de la commune de Djembérin, c'est toute la région naturelle de la Casamance qui trouve son compte dans la saison touristique qui démarre ainsi. La population est très contente d'accueillir ces premiers touristes. Malgré la Covid, nous sommes restés 2 ans et c'était vraiment triste. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tout un chacun, aux investisseurs de la Casamance, aux amis de la Casamance, de venir investir ici en Casamance. 163 touristes ont effectué ce voyage inaugural en provenance d'Europe. Merci Boubacar. Toujours dans le sud, les 25 prévenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre des exploitants forestiers a eu lieu le 6 janvier 2018 dans la forêt de Bafa-Bayotte. Souvenez-vous, ont entamé ce lundi leur 3e grève de la faim. Ces prévenus ont arrêté de se nourrir pour protester contre leur détention préventive, leur longue détention préventive selon les familles. Les proches et épouses ont organisé ce matin un rassemblement devant la MAC de Ziguinchor. Ils nous ont confirmé qu'ils vont entamer une grève de faim ce matin. Oui. Et pourquoi? Pour, encore une fois, faire appel aux juges d'instruction, faire appel aussi au procureur de la République de Ziguinchor pour dire que vraiment c'est trop passé. Bientôt ils vont faire 4 ans en prison. Et c'est pour cette raison, encore une fois, ils pensent que la meilleure formule aujourd'hui, c'est d'organiser une grève de faim. Vous savez, l'état de santé, on peut le dire, parce que dès le début qu'ils ont été arrêtés, il y avait des vieux qui étaient malades. Il y avait des gens qui ne se portaient pas bien, mais pendant tout ce temps-là, ils ont été arrêtés sur cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre situation encore qui va être endurée, d'autant plus qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien, mais ils disent qu'ils vont encore porter une grève de faim. Oui, c'est une grève illimitée, d'autant plus que c'est la 3e fois. Le procureur avait dit qu'ils ont déjà bouclé leur dossier et d'ici quelques temps, ils vont donner une suite favorable à ce dossier. Mais jusqu'à présent, le constat que nous avons fait, et tout ça n'a pas été fait. Et eux, ils pensent qu'aujourd'hui, il faut organiser une grève de faim pour que justice soit faite sur ce dossier-là. Eux aussi protestent contre l'incarcération du professeur Abdoulaye Diop Fall. Les enseignants du QSEMS réclament le jugement dans les meilleurs délais de Diop Fall. Il enseignait l'arabe au lycée de Barkédi. L'homme est arrêté au mois d'août dernier pour terrorisme présumé. Écoutons là-dessus Dambot du QSEMS. Nous avons dit que nous ne pouvons pas rester bras croisés par rapport à ce qui se passe avec notre camarade Abdoulaye Diop Fall. Le camarade Abdoulaye Diop Fall est un enseignant. Ils ont fomenté toute une accusation pour dire qu'Abdoulaye a construit un immeuble à Barkédi. Ça a été relaté dans la presse. Ils ont dit que c'est quelqu'un qui a des liens avec l'extérieur et c'est quelqu'un qui a des rapports avec des terroristes et c'est ce qui a fait qu'il a été mis en détention. Donc, est-ce que nous avons donc confiance en des gens qui accusent comme ça injustement des gens, qui les mettent en prison pendant 2 ans, qui les libèrent et qui disent qu'ils n'ont rien fait, et qu'on prenne un enseignant qui était dans sa classe, ses élèves l'attendent, ils ont un examen à préparer. Depuis 4 mois, il est là, dans les liens de la détention. Son état de santé est fragile. Il vient de faire une opération chirurgicale. Nous considérons que tout cela nous donne des soupçons qu'il y a une volonté de museler un Sénégalais. Pourquoi nous demandons aux autorités judiciaires et même aux autorités politiques et administratives de prendre leurs responsabilités et de demander l'organisation d'un procès dans les meilleurs délais pour permettre à notre camarade
de pouvoir se défendre et sortir de cette situation. C'est ça que nous demandons. Sinon, nous allons l'inscrire, comme je l'ai dit tantôt, dans les plans d'action et nous allons exiger sa libération. Parce que nous n'accepterons pas qu'aucun procès ne soit organisé et qu'on la laisse injustement en prison. Quelle place donner à la femme migrante en matière de développement économique au Sénégal? 1,5% de plus que les hommes entretiennent leur famille et surtout l'éducation des enfants sans être prise en compte. C'est ce que souhaite corriger la présidente de FEMIDEC, Ngoné Ndoye, que nous écoutons. Réunis grâce à la GIZ pour évaluer l'impact économique des femmes migrantes au niveau du territoire local d'origine qu'est le Sénégal. Et c'est durant cette évaluation, nous nous sommes rendus compte que 2/3 des personnes migrantes sont des femmes avec un diplôme d'université supérieure. D'utiliser tout le savoir-faire des femmes migrantes, tout l'apport en transformation de technologie, tout l'apport en activité de développement, c'est tout cet apport-là que nous voulons implanter dans notre pays, implémenter dans les zones pour créer le développement dans ces zones-là. Donc avoir des femmes chefs d'exil local, c'est juste une facilitation. Mais le vrai problème, c'est la migration des femmes qui doit être mieux prise en compte parce qu'il est invisible, qui n'est pas pris en compte par les statistiques, les études. On ne parle que des hommes, on ne parle pas de la femme. Alors que réellement, non seulement elles sont en nombre supérieur, mais aussi elles sont très actives dans des secteurs clés de l'économie sénégalaise. Et toute autre chose, 24 heures après l'annulation, la déception des amateurs de lutte suite à l'annulation du combat Siteu Papa Sow. Comment les personnes vivant aux alentours de l'arène nationale ont-elles vécu ce choc marqué par des scènes de violence? Pour sa part, le CSG réitère son engagement à redoubler d'efforts pour mieux lutter contre les violences. C'est un reportage de Marcel Farbamarol. Ce fut la terreur hier chez les populations vivant aux alentours de l'arène nationale. En cause, les scènes de violence ayant précédé le combat Siteu Papa Sow, finalement annulé. Une situation que déplorent les riverains que nous avons croisés dans cette zone. On est obligé de nous barricader lorsqu'il y a un combat de la sorte. Il y a des actes qui ne sont vraiment pas beaux à voir. Ces gens qui sèment la terreur doivent savoir que ce sont des personnes qui viennent lutter et regarder les combats. Quand il y a combat de lutte, on est obligé de fermer nos commerces et rester chez nous. C'est une journée à perte, même si c'était dimanche. Parfois, on travaille ce jour. On n'a pas pu travailler parce qu'on risque de venir saccager là où on est. On demande aux autorités de renforcer la sécurité. Pour leur part, les forces de l'ordre ont pourtant joué leur partition en ce qui concerne la sécurité avant, pendant et après le combat. Mais visiblement, elle n'était pas en nombre suffisant. De son côté, le Comité national de gestion de la lutte, le CNG, condamne et annonce des mesures en vue des prochains événements. La semaine dernière, j'avais envoyé, n'est-ce pas, une circulaire à toutes les composants de la lutte pour surtout les inviter à participer à la campagne de sensibilisation pour que les gens non seulement respectent l'arène nationale, mais participent même à son entretien. On ne peut pas avoir un bijou comme ça, qui est unique dans le monde, et qu'on s'en prenne à chaque fois, n'est-ce pas, aux chaises. Le CNG, après avoir reçu les différents rapports, se réunira et prendra des décisions qui s'imposeront au regard, n'est-ce pas, de notre texte réglementaire. Rappelons que le fait marquant de l'affiche d'hier a été le tam-tam jeté par un spectateur depuis les tribunes ayant causé une blessure ouverte au niveau de la tête du lutteur Papa Sow, ce qui a causé l'annulation du combat. Dommage pour une confrontation que l'on prépare depuis 3 ans. Marcel, la violence a eu raison donc de ce combat Siteu Papa Sow. Le dernier cas d'une longue liste qui doit inciter le Comité national de gestion de la lutte à être plus sévère dans ses sanctions. Le commentaire de Chersade Boudjara. Blessé par un batteur de tam-tam, le visage ensanglanté, une image qui ternit encore la lutte sénégalaise, gangrenée de plus en plus par la violence. Le dossier brûlant pour le Comité national de gestion de la lutte, appelé à sévir. Ce qui s'est passé, vraiment, c'est regrettable
Et ce sont des actes qu'il faut condamner. Un lutteur qui a préparé pendant 3 ans son combat et se faire blesser par un batteur, je pense que hier les gens sont allés trop loin. Il est temps maintenant que le CNG prenne ses responsabilités. Il est temps que le CNG durcisse les mesures, que les fautifs soient pris pour que ça ne se répète plus. Parce qu'on en a assez depuis quelque temps à l'arène nationale. Même les vainqueurs, ils saccagent les sièges de l'arène nationale. Donc il est temps que le CNG prenne les taureaux par les cornes. Vandalisme ou actes de violence prennent le pas sur la compétition à l'arène nationale depuis quelque temps. Une situation qui doit interpeller au plus haut sommet du sport sénégalais. Il est temps que le ministre des Sports Matar Ba s'y prononce pour éradiquer cette violence qui gangrène la lutte. Même, il est même fort possible qu'il faut fermer l'arène nationale pour quelque temps, pour au moins inciter les gens à avoir plus de discipline, à être plus fair play, à être plus sportif, pour que la lutte retrouve son lustre d'antan. Parce que du temps des Tyson, du temps des Yekini, on ne voyait pas ces images. Mais depuis quelques années, avec la nouvelle génération, il n'y a que la violence. Il n'y a que la violence est notée à chaque grand combat et il faut que ça cesse. Papa Sow, dernière victime de la violence dans l'arène, compte lui prendre ses responsabilités. Il annonce une plainte contre son agresseur au bureau du procureur. Ouais, cher Sadibou, la violence à l'arène nationale, violence également au stade Ngalandou Diouf. Je vous l'annonçais en début d'édition, 1 mort et plusieurs blessés graves à Rufisque. Au stade Ngalandou Diouf, les affrontements auraient éclaté suite au match de Navetan, match qui opposait l'ASC Chelsea de Tchaoulène à GIF de Nunku. On annonce également plusieurs blessés graves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors maintenant à Kaolack, l'équipe dirigeante de l'ASC Saloum et les dissidents ont fumé le calumet de la paix après des mois de discussion. Le camp de Souleymane Ndéné Ndiaye, président sortant, a scellé les retrouvailles avec l'actuel président. Voyons tout cela avec Pambaï Diaw. L'élément n'est pas disponible. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et puis vous l'aurez remarqué, la mauvaise qualité de l'air à Dakar aujourd'hui, c'est dû à une hausse des concentrations de particules selon le centre de gestion de la qualité de l'air. Les concentrations de polluants gazeux sont plus élevées aux heures de pointe sur certains axes routiers. La mauvaise qualité de l'air dans la capitale va persister les prochaines 24 heures. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Excellente suite des programmes. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.